Hello, bienvenue à Impact. Découvrez l'histoire inspirante de nos champions qui construisent le futur de notre pays et de notre continent. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Aujourd'hui, je vous amène avec moi découvrir un jeune entrepreneur dans l'agro-business qui nous inspire, qui inspire le pays. Il a été au Canada, des années il a fait ses études là-bas, il a travaillé là-bas, il a décidé de retourner au Sénégal, ici, dans un village, pas loin de Dakar, 1h30 de Dakar. Il a investi ici. Il est en train de faire de l'agriculture sous serre, mais aussi accompagner ceux qui investissent dans l'agriculture d'ici et de la diaspora dans leur projet agricole. Vous allez découvrir, il s'appelle Modi, avec l'entreprise Senelvo, ici au Sénégal. Allons-y, on va découvrir son travail et comment il nous inspire. God bless. My brother. Tu vas bien? Yamba, comment tu vas? Ça va, ça fait longtemps. Ça va bien? Ça va? Très bien, et toi, ça va? Je te suis, man. Okay. Ça va, on est là? Yeah. On est toujours là. Ah, t'as pas lâché, hein? Non, pas du tout, tu vas voir ça. Ce qui est magnifique, ça a évolué. Tu es beaucoup oui, ça a plus évolué, maintenant exactement dans l'agriculture. Tu fais moins de poulet maintenant? Non, maintenant on fait presque pas de poulet. Ah ouais? Et spécialement de l'agriculture. D'accord. La plupart sous serre et en plein champ. Ok. Et on s'est beaucoup plus déployé dans tout ce qui est aménagement. Ok. Donc aménagement de périmètre agricole, on fait les clôtures, on construit les serres. D'accord. On accompagne les investisseurs agricoles. Les investisseurs qui font déjà... Voilà, qui veulent monter des projets. Pourquoi tu ne fais plus les poulets? Donc les poulets, on va dire... Il a des enfants? Ah non, c'est un garçon. Mais c'est les deux, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas être ensemble à l'intérieur. D'accord, c'est vrai. Donc, pourquoi le poulet? Ouais. On va dire que quand je suis arrivé, j'étais plus dans une optique d'essayer plusieurs choses. Ouais. Donc j'ai essayé l'aviculture, j'ai essayé la pisciculture, j'ai essayé l'agriculture. Et à la fin, en faisant la somme des trois, j'ai vu que j'avais plus de passion pour l'agriculture et je m'en sortais mieux en agriculture. Quelles sont les leçons apprises dans l'aventure avec la pisciculture? Avec l'aviculture. L'apiculture, ouais. Avec l'aviculture, en fait, ça s'est bien passé au début. Donc j'ai commencé avec le poulet de chair. D'accord. Et ça marchait bien jusqu'à ce que j'ai pu avoir... C'était magnifique. Voilà, c'est ça. Ça marchait bien, on avait même commencé à faire des formations, il y avait des gens qui s'y intéressaient. Ouais. J'ai fait du poulet de chair jusqu'à ce que j'ai pu amasser un bon capital. Ouais. Et j'ai fait l'erreur de plusieurs personnes. On m'a dit que les pondeuses, c'était plus rentable. Wow. Donc j'ai laissé les poulets de chair, je suis passé au niveau des pondeuses. Mais malgré moi, ça se passait bien quand même dans la partie technique. Ouais. Mais la première fois, il y a un couvreur qui m'a vendu des poussins infectés avec une maladie qui s'appelait la marek. D'accord. Et donc, c'est une maladie en fait qui paralyse les poulets, c'est une maladie nerveuse qui surgit au bout de 4-5 mois. Donc, juste avant l'entrée en ponte, ça se manifeste. Donc, juste avant l'entrée en ponte, j'ai commencé à perdre tout mon bâtiment. Donc, j'ai perdu beaucoup de millions en même temps. Wow. Donc, c'est entre-temps que j'ai commencé à faire les petits rarmats à côté, j'ai fait du taxi-bagage, tout ça pour me reconstruire un petit capital. Et j'ai relancé une autre bande de pondeuses qui, cette fois-ci, c'est bien passé. Ouais. Combien de poulets? On était à peu près à 5 000, 6 000 poulets sur les pondeuses. Donc, on était à peu près à 150, 200 plateaux par jour, quoi. D'accord. Ça s'est passé correctement jusqu'à la fin. Mais là, il y avait plus de problèmes au niveau des ressources humaines. Donc, on a eu beaucoup de vols. Les œufs, donc c'était un système d'élevage au sol. Donc, c'était pas comme les trucs modernes en cage et tout ça. Donc, là, on a eu, des personnes qui volaient des plateaux à gauche, à droite. Donc on s'en sortait, mais difficilement. Il faut payer les salaires et tout ça. Voilà, tout ça. Il y a beaucoup de charges en agriculture. Exactement. Et entre-temps, j'ai eu la chance de découvrir l'agriculture sous serre. Et donc je me suis dit, OK, au lieu de tout réinvestir sur l'agriculture, je vais prendre la partie du capital qui me reste et je vais essayer de mettre en place une serre. La serre aussi, quand on a commencé, au début, je croyais qu'il fallait recruter un technicien, comme on se dit que voilà, les gens ils ont toutes les connaissances ici dans les écoles de formation et tout. Alors que malheureusement, dans les écoles de formation, beaucoup de théorie, hein?
beaucoup de théorie et malheureusement, parfois, ils n'ont même pas le matériel nécessaire C'est des pour pratiques. Hein. faire la pratique. Mhm. Donc, voilà, j'ai fait confiance aux techniciens. Première campagne, Rien. on a fait toutes les erreurs possibles. Lui aussi, il ne maîtrisait pas et il venait s'essayer sur nous. Donc, c'est là que j'ai compris qu'en fait, lorsqu'on veut faire ce type de business, il faut se former soi-même. Exactement. Donc, c'est là que j'ai commencé à mettre le paquet sur moi-même. J'ai commencé à rendre visite à des agro-industriels. Je les ai payés pour qu'ils puissent commencer à me former, que je puisse monter en compétences. Et à partir de là, j'ai plus pris de techniciens au niveau de la ferme. J'ai pris des ouvriers. Et c'est moi toi-même, qui tu es le dirige les technicien. travaux. Et donc, à partir de là, bon. Ça va mieux maintenant? Ça va beaucoup mieux. Bah, on est fort, on va voir. Ça va beaucoup mieux. On va voir ce que vous avez ici. Tout cet espace, c'était pas là avant. Hein? Voilà. Il n'y avait pas les serres, c'était juste là-bas. Quand je venais, tu testais il y a quelques années. Voilà. Donc maintenant, on se spécialise plus sur le piment et le concombre. D'accord. Donc ça, focus, ouais. voilà. C'est beau ça. Ici, c'est la première serre qu'on a installée. Donc, on doit rentrer en production peut-être d'ici 1 mois et demi. D'accord. Et donc, ça a pris combien de temps pour arriver dans ça? Cette campagne? Oui, pour arriver à ça. Pour arriver à ça, ça prend à peu près 2 mois? 2 mois et demi, 3 mois. D'accord. Voilà. Donc nous, on a planté fin mai. D'accord. Et donc là, on commence déjà à voir les fleurs. Oui, j'ai vu déjà. Voilà. Donc voilà, là, on est en phase de faire. Ici, c'est combien de mètres carrés? Ici, c'est une serre de 1000 mètres carrés. Donc c'est la plus petite des serres qu'on a. Ah, vous avez encore plus grand que ça? Voilà, on va faire le tour tout à l'heure. D'accord. Donc ça, c'est notre partie qui est... J'ai choisi les serres sur ce terrain parce que ce n'était pas un terrain qui était trop grand. Oui. Et donc la serre, elle te permet de multiplier ton rendement au mètre carré. Ouais. Donc si on devait faire ça, disons par exemple ici, on va dire sur une serre de 1 hectare, on peut avoir, en plein champ, du piment, on peut avoir entre 15 et 20 tonnes. Ouais. Mais sous serre, au minimum, sur 1 hectare, tu vas avoir 40 à 50 tonnes. Donc tu doubles ou tu triples le rendement que tu as avec la même quantité d'eau et la même fertilisation à peu près. Exactement. Donc bon, c'est le phénomène de la serre, c'est l'humidité qui fait que la plante fait 2 à 3 fois sa taille. Les plantes aussi sont protégées, donc elles ne sont pas stressées par les intempéries, par le vent, par la pluie. Donc la plante se comporte mieux et elle a un cycle de production qui est plus long. En plein champ, peut-être tu vas produire pendant 2 à 3 mois, alors que sous serre, tu peux même aller jusqu'à 1 an. Non. Oui, tu peux aller jusqu'à 1 an si tu gères bien. Voilà, c'est ça. Bah, c'est extraordinaire ça. Ouais, donc ici, normalement, dans deux mois ou 1 mois. 1 mois et demi. 1 mois et demi, voilà, dans 1 mois et demi, on va commencer à récolter. Voilà, chaque semaine. Voilà. D'accord. Bon, on va regarder les autres. Celle-là aussi, c'est 1000 mètres carrés. Celle-là, c'est 1500 mètres carrés. Ah, ok, c'est plus grand. Voilà, celle-là, c'est 1500. Et puis, on va aller... Tu as beaucoup de piment ici, tu fais quoi avec ça? C'était l'excédent. Ah. C'était l'excédent, c'est les pépinières qui sont en excédent. Tu vas le vendre ou quoi? Non, c'est fini maintenant, c'est trop grand. Ah, tu ne peux pas le semer? Non, je ne peux pas le semer. Pourquoi? Ça ne va pas sortir? Ça ne va pas bien produire en fait, parce que ça a dépassé son âge. Ah, d'accord. Même si tu le mets sur la terre? Ça a dépassé son âge quand même. D'accord, c'est ça. Voilà. Donc ici, c'est la même chose aussi. D'accord, ici c'est magnifique. Hein? Voilà. C'est un peu plus grand que l'autre. C'est un peu plus grand que l'autre, voilà. C'est bien organisé, mon frère. Voilà, la propreté, c'est important. Exactement. On a le paillage blanc qui aide à refléter la lumière, donc pour la photosynthèse. Oui, j'ai vu ça. C'est très bien. Ouais. Voilà, très propre. Très, très propre. Donc c'est la même chose à peu près aussi. Exactement. Tu les as semés tous en même temps? Tous en même temps, oui. D'accord. C'est ça. On a un programme qu'on suit sur l'année. C'est quel genre de piment vous avez ici? Ici, c'est du piment jaune. Donc, au Sénégal, parfois, ils appellent ça le guana. Oui, c'est ça. Bon, ça commence déjà à produire. Voilà, il y a des petits fruits qui vont commencer. Pourquoi tu as choisi ce piment? J'ai choisi ce piment parce que, bon, c'est un piment qui est beaucoup aimé sur le marché sénégalais. Il y a beaucoup de demandes. Parfois aussi, c'est un piment, il y a des difficultés à le produire parce que, les mouches blanches, les mouches des fruits aussi, elles aiment beaucoup le piment jaune, la couleur jaune. Donc, bon, c'est pas facile à en produire, mais lorsque tu produis, tu as un bon prix sur le marché. Voilà. Donc, c'est une culture qui a à haute valeur ajoutée, le piment. Est-ce qu'il y a beaucoup de bénéfices là-dessus par rapport à... Ça dépend de la période. Parce qu'on sait qu'au Sénégal, tout dépend du marché. Ouais. Donc, voilà, c'est un marché qui fluctue beaucoup. Il y a des périodes là où le piment coûte 300 francs sur le marché. Il y a des périodes là où le piment coûte 5000 francs sur le marché. D'accord. Donc, si tu tombes à la bonne période, bon. Donc, est-ce que vous arrivez à calculer quel est le bon moment de semer? Comme ça, tu tombes sur le bon marché. Parce que là, c'est presque la saison des pluies. Voilà.
Donc là, Vous avez calculé ça avant de semer? Voilà, donc on est en train de rentrer dans la saison des pluies. D'accord. La saison des pluies, sa particularité, c'est que c'est difficile à cultiver pour beaucoup de cultivateurs. Parce qu'avec les intempéries, Beaucoup d'eau. l'humidité, donc beaucoup d'insectes, beaucoup de pression. Donc c'est pas facile de réussir sa campagne durant cette période. Surtout les personnes qui ont des sols très argileux. Ouais. À cette période, bon, parfois ça devient inondé. Donc c'est pas du tout facile de cultiver. Donc une personne qui arrive à passer cette période, s'il arrive à récolter pendant cette période, il peut avoir de très bons bénéfices. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites avec les ombres? C'est-à-dire que, par exemple, ici, quand il pleut, est-ce que l'eau rentre ou bien c'est imperméable? Comment ça marche? L'eau rentre légèrement, mais sous forme de vapeur, quoi. D'accord. Voilà, donc ça frappe pas directement les plantes, donc ça atténue un peu. Voilà, c'est ça. On a aussi une parcelle en plein champ, donc tu verras la différence. D'accord. Ils ont tous été plantés en même temps, donc tu vois déjà la taille de cette plante. Ici, c'est plus grand que l'autre. Voilà, et tu verras de l'autre côté. Ouais. C'est magnifique à voir, cher frère. Est-ce que vous avez déjà fait comme ça, une de ces serres que tu as déjà récoltée et vendue? Ou la récolte était finie, ou bien ça, c'est la première expérimentation? Sur ces serres? Oui. Vous avez déjà vendu et refait? Oui, bien sûr. Voilà. Depuis l'année dernière et l'année d'avant. Wow, vous avez fait la même chose. On a fait la même chose et on s'agrandit chaque année. Et pour beaucoup d'agriculteurs, ils disent que, bon, écoute, si tu fais par exemple du piment ici, il ne faut pas encore répéter, il faut changer de culture. Vous faites la même chose ou non? C'est pour ça qu'on se spécialise sur deux cultures. On a le piment, on a le concombre. Donc ça nous permet de faire la rotation des cultures. D'accord. Le piment, ça vient de la famille des Solanacées. Le concombre, les cucurbitacées. D'accord. Donc le fait de toujours faire la même culture sur le même sol, ça va favoriser l'installation de certaines maladies et ça va fatiguer le sol. Le piment, c'est une culture qui fatigue beaucoup le sol. D'accord. Donc déjà, en même temps d'utiliser des pratiques pour régénérer le sol, donc on met beaucoup de compost, beaucoup d'éléments pour donner de la force au sol. D'accord. Mais en même temps, on fait des rotations. Donc on change de culture. Si on termine le piment, on va faire une autre culture, et etc. En effet. Voilà. Très bien. Very good, bro. Excellent. Thanks, bro. Wonderful job, man. I like the quality you put in there, man. Yeah, La qualité. trying, you know. Yeah, je sais que c'est pas facile, hein, parce que comment tu fais avec Vous avez parlé un peu de capital humain. Oui. C'est un grand problème pour nous, surtout les agriculteurs, de trouver des gens qui peuvent travailler avec la qualité et prendre le temps. Parce que beaucoup de jeunes, malheureusement, ils veulent aller trop vite. Il y a la patience qui manque parfois et la qualité du travail aussi, quand tu n'es pas là surtout. Donc tu viens de dire quelque chose d'intéressant à la fin. Tu as dit, quand tu n'es pas là, il faut être là. En fait, un business, il faut être à côté. Peut-être pas tous les business, mais l'agriculture, c'est un business là où il faut être à côté. Il faut être là. Tu ne peux pas le déléguer de loin. Voilà. Donc il faut prendre le temps de former une équipe, de les former, de passer du temps avec eux et déjà de set les standards, c'est-à-dire de mettre de bien montrer la façon dont tu veux travailler. Les standards, oui. Déjà que la ferme soit propre, que la ferme soit organisée. Exactement. Qu'il y ait des horaires de travail. Et il faut qu'il y ait des gens qui respecter. Tout ça déjà pour créer un certain mindset si on veut avoir des résultats. Donc soi-même, il faut être rigoureux au niveau de son exploitation. Donc ça, c'est la première chose. Soi-même, il faut être formé pour pouvoir bien diriger le personnel. Pas aussi que les personnes qui se disent techniciens, etc. et tout te roulent dans la farine. Il faut avoir des compétences. Quand tu suis par là? Oui, c'est jusqu'à l'autre côté. Donc c'est un peu derrière là-bas. Non, vas-y. Okay. Go ahead. Donc c'est ça. Maintenant, je peux dire qu'avec les autres activités, je ne passe pas tout mon temps à la ferme. Et ça a pris des années avant de pouvoir mettre un système en place. Qui marche. Former une équipe. Tu n'as pas besoin de ta présence toujours. Voilà. Maintenant, on a une équipe quand même avec des gens assez sérieux, assez compétents, qu'on a accompagnés et qui sont capables de gérer les activités. Donc moi, peut-être, je suis là 1 à 2 fois par semaine. D'accord. Et le reste du temps, je suis sur les chantiers. D'accord, pour aider les diasporas. Pour aider les locaux comme diaspora à monter leurs projets agricoles. D'accord. Et comment ça marche avec locaux ou diaspora, les gens qui veulent monter leur projet agricole de loin et tu les accompagnes? Comment est-ce que ils peuvent ne pas commettre les mêmes erreurs comme nous si tu n'es pas là? Et puis aussi, parce que beaucoup de la diaspora, ils achètent, mais ils sont de loin. Voilà. Tu leur dis quoi?
Bon, ces dernières années, il y a quand même un phénomène. L'agriculture, c'est devenu très en vogue, attractif. Et donc, beaucoup de gens regardent des vidéos en ligne sur YouTube et ils se disent qu'on entend que faire de l'agriculture, faire du piment, c'est rentable. Mais ils n'ont aucune idée de l'effort qu'il faut mettre derrière pour mettre ça en place. Exactement. Parfois, c'est un cousin qui leur dit « viens investir ». Parfois, un frère, un père leur dit. Et ils font confiance directement à des membres de la famille qui n'ont pas de compétences pour venir lancer des projets. Et donc, c'est là qu'il y a un échec. On va déjà trouver des personnes qui ne vont pas être bien informées, qui vont faire des investissements très lourds, et parfois même qui ne sont pas les bons investissements, et qui ne vont même pas calculer parfois leur fonds de roulement. Donc, même pour démarrer l'exploitation, c'est des problèmes. Au-dessus de ça, ils n'ont pas aussi les personnes compétentes. Donc, ils vont faire des investissements lourds, comme j'ai dit, et ça ne va pas bien marcher derrière. Bon. Troisièmement, ils sont à distance. Ça, c'est les personnes de la diaspora. Donc, démarrer un business comme ça, surtout démarrer sans être à côté, même sur le marché, parce qu'il faut être on est en Afrique. Le relationnel, c'est important. Il faut être à proximité de ses clients. La personne fait plus confiance à une personne qu'elle voit. Exactement, je suis d'accord. Donc, moi, généralement, quand on m'approche et qu'une personne me dit que je veux investir, est-ce que ça, c'est rentable et tout, la première question que je lui pose, c'est est-ce que tu vas être sur place? Exactement. Elle me dit non, bon, je pense, etc. Je dis, est-ce que tu as quelqu'un de confiance? Qui est formé? Même si la personne n'est pas formée, elle soit tes yeux et tes oreilles. Et elle me dit oui, peut-être. Maintenant, à partir de là, je lui dis, même si cette personne est sur place, elle n'aura pas le même niveau d'engagement que toi qui es en train de mettre ton argent. Exactement. Donc, il faut que tu puisses recruter les personnes compétentes. Est-ce que tu as le budget pour ça? Et donc, à partir de là, on commence à leur faire des études en leur montrant, OK, tu as tel budget, voici ce qu'on est capable de faire avec ton budget. Si tu n'as pas assez de budget, je te dis, c'est pas la peine. Il ne faut pas se fatiguer. Parce que moi, de mon côté aussi, je sais à quel point c'est difficile. Je suis rentré avec mon argent, j'ai fait des erreurs, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'aurais voulu avoir quelqu'un qui puisse me dire sincèrement les erreurs à éviter. Et je serais peut-être allé plus vite. Donc, voilà, donc c'est déjà de partir sur cette base. Si tous les éléments sont réunis, moi je suis là pour former le propriétaire de la ferme. Parce que c'est lui qui doit maîtriser son projet. Le propriétaire de la ferme doit maîtriser son projet de fond en comble. Il y a plusieurs aspects d'un projet. Il y a l'aspect hydraulique, l'eau, la qualité de l'eau. Il y a le type de sol que tu as. Il y a les variétés que tu vas cultiver. Il y a le calendrier culturel. Il y a les personnes que tu dois recruter. Il y a l'énergie, donc le solaire. Voilà, là où tu t'implantes. Est-ce qu'il y a de l'électricité, etc. et tout? La sécurité. Est-ce qu'il y a l'accessibilité? Est-ce qu'il y a la sécurité? Donc, ça, ce sont des plans qu'on regarde ensemble. Et à partir de là, on lui fait un budget clair, un petit business plan. Et avant que tu sortes quoi que ce soit de ta poche, tu as une visibilité avec les imprévus. Et à partir de là, on lance le plan et on commence à implémenter. Excellent. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez ici? Donc ici, on a une petite parcelle de piment en plein champ, donc qui a été repiquée après les autres. Mais on en a une autre derrière que tu vas voir. Voilà, donc ici, on a 2 serres qui font un demi-hectare, donc 2500 m² et 2500 m². Et ici, au centre, ici, on a notre forage pour l'eau. Et ici, on a notre bassin de rétention. Avec, tu as fait ce que tu veux ici? De la pierre, non? Non, mais je vais bientôt mettre des poissons pour manger les algues ou quoi. Donc ici, on est au niveau de la station de fertilisation. Donc l'eau rentre dans le bassin venant du forage. Et on a une pompe de reprise qui fait rentrer, là où on fait passer l'engrais, on injecte l'engrais. Et ça part sur les différentes parcelles. Donc on a un réseau souterrain. De qui va arroser tous les... Qui part jusqu'au fond là-bas. Et dans toutes les parcelles, et dans la première ferme que tu as vue aussi. Voilà. C'est magnifique. Donc c'est un peu le cerveau de la ferme. De la ferme, exactement. Voilà. C'est magnifique. Ici, si tu mets de la pierre, tu peux avoir faire des poissons. Ah oui. Tu avais des tilapias avant? J'avais des... Ou catfish? Catfish, ok. La production avec tilapia, c'est plus rapide.
Bon, les serres, je ne sais pas si vous voulez entrer, mais déjà, je peux te montrer. Tu vas voir la vue de la ferme. Ouais. Et puis, on va sur le planchon. D'accord. Ça va? C'est quoi ça? C'est le manioc? C'est le patate douce. Patate douce. Ouais. Ça c'est très bon ça. Eux, ils font des sauces de feuilles comme ça en Guinée. En Guinée? Oui, la sauce feuille là. Oui, oui. That'll cut me a little bit of it so I can plant it in my... No problem. I had it before when the Guineans were there and they make sauce. Ils font une très bonne sauce avec. This is good, huh? Oh wow, you have the view, bro. Yeah, you have a good view, right? Yeah, it was smart for you to do that. And you can see what's happening. Là-bas, c'est le planchon. Ah ouais, c'est beau, hein? On va partir là-bas tout à l'heure. Exactement. Donc, et tout ça, c'est le piment? C'est du piment. Magnifique. Et tu t'es vraiment concentré. En ce moment, cette campagne, c'est le piment. Exactement. Après, on va changer. On a fait de l'oignon aussi un peu. Ouais. Voilà. C'était comment? Ça s'est bien passé aussi. Okay. Avant qu'il y ait cette serre, il y avait de l'oignon ici. Partout. Ouais. Voilà. C'est bien ça. Il y a aussi des terres aussi toujours. Hein? Oui, il y a de l'espace. Ouais. Hein? Donc ça, tu as rajouté sur l'autre ferme? Oui, tout ça, j'ai rajouté après. Très bien. Les terres qu'on a achetées après. C'est magnifique. The view is beautiful, bro, and you have a nice baobab. Il y a du bon vent. Exactement, le baobab. C'est ça. Les baobabs. Les baobabs, ils profitent de l'eau qu'on arrose. Exactement. Donc ici, ça te permet, quand on fait les récoltes, tu peux te mettre ici, le temps de coordonner. Et ici, tu as combien d'employés? Ici, on est à peu près... personnes pour le gérer? Combien de personnes? On est à peu près, à plein temps, on est à peu près 6. Oui, tu n'as pas besoin de... Mais lorsqu'on rentre en pleine récolte, on passe à plus de 100 personnes c'est ça. à chaque récolte. Exactement. Voilà. Parce que chaque serre prend à peu près 20 à 30 personnes. Ouais. Donc, parce que le piment, c'est méticuleux. Quoi. Ouais. Donc, ils n'ont pas encore des machines qui font ça ici. Voilà. Donc, il faut prendre les... Et tu prends souvent quoi? Les femmes du village? Oui, c'est les femmes du village, c'est ça. C'est les femmes des villages. Donc, parfois même à la fin, on leur donne un peu de piment qu'ils peuvent revendre et tout ça. Donc, bon, ça profite aussi au village. Exactement. Ouais. Et bon, moi, c'est cet aspect que j'aime beaucoup, la partie impact. Côté social, voilà. C'est très bon. Regarde nos terres là, c'est incroyable. Hein? Et elles sont sous-exploitées. Sous-exploitées. Tout cet espace que vous regardez ici, ça reste, c'est que toi qui cultives. C'est ça, exactement. Ce sont les gens. Hein? Malheureusement, c'est ça. Hein? Les gens sont à Dakar ou sont où? C'est ça le problème. C'est très beau. Donc tu vois, c'est planté en même temps que les autres. Ouais. D'accord. Ah, les autres sont beaucoup plus... bigger. Ouais. Mais ça aussi, ça se développe bien. Ouais. Donc dans 1 mois et demi aussi. Ouais. Il y a une grande différence. Hein. Ouais. Ça va durer à peu près 3 mois. L'autre, ça va durer minimum 6 à 1 an. Wow. Donc ici, vous avez planté la même chose que là, on était sur les serres, même time. Au même moment. Au même moment. Voilà, exactement. Et là, aujourd'hui, là, quand on les regarde ici, l'autre est comme ça, à peu près. Voilà, l'autre est beaucoup plus grand. Et l'autre va partir jusqu'à 2 mètres. Pourquoi? Pourquoi la différence? C'est parce que, bon, ça, ce sont des plantes déjà qui... C'est la même plante? C'est les mêmes plantes, même pépinière commandée en même temps. Pourquoi elles ne grandissent pas ici et elles grandissent à l'intérieur? Alors ici déjà, c'est comme si tu mets un bébé à l'intérieur, bien sous la protection, la chaleur, et tu mets un autre à l'extérieur. D'abord, il doit s'adapter. Donc ces plantes, d'abord, elles vont se battre avant de reprendre. Pour qu'elles puissent s'enraciner, il y a le vent qui va les frapper, les insectes qui vont venir les trucs. Donc déjà, elles vont essayer de s'enraciner d'abord. D'accord. L'humidité qui est aussi à l'intérieur de la serre va faire que la plante aussi se développe plus vite et grandit plus. Les plantes aussi à l'intérieur, on va les tailler d'une certaine manière pour qu'elles continuent à se concentrer sur sa croissance, alors que celles-là, elles ont plusieurs branches, alors que là-bas, ça grandit que sur une seule branche à l'intérieur de la serre. D'accord. Voilà. Et l'autre est tutorisé aussi pour... Et tutoré, voilà. Comme ça, il peut grandir encore beaucoup plus. Ici, c'est comme l'espace, c'est quoi? Ici, c'est à peu près 1 hectare et demi. 1 hectare et demi, ouais. Sur cette parcelle de plein champ. D'accord. Voilà.
Et tout ça, vous avez utilisé les gouttes à gouttes aussi en même temps. Voilà, tout ça c'est du réseau goutte à goutte. Pourquoi vous avez choisi les gouttes à gouttes au lieu de l'arrosage, l'autre arrosage? Parce que le goutte à goutte, c'est le système d'irrigation le plus précis. Et en même temps, ça nous permet d'envoyer la solution nutritive, donc la fertilisation, directement au niveau des racines des plantes. D'accord. On a mis le paillage aussi pour éviter que les mauvaises herbes poussent. Donc, on fait en sorte de faciliter le travail au maximum pour les gens qui travaillent ici. Ouais. Donc, l'unique travail qu'ils ont à faire, c'est faire les traitements et parfois un peu d'effeuillage et la récolte. Mais tout ce qui est irrigation, c'est pas fait manuellement. Voilà, tout est fait de façon automatique. Automatique. Ça ne te coûte pas beaucoup plus de faire les péages dans tout cet espace? Ça coûte plus, mais après, bon, une plante qui reçoit exactement de la nutrition de façon régulière au niveau de ses racines tous les jours, ça produit beaucoup plus. Oui. Le paillage aussi, vu qu'il n'y a pas de concurrence avec les mauvaises herbes, ça produit plus, donc à la fin, c'est plus rentable. Certes, l'investissement initial, il est plus lourd, mais ça vaut largement la peine. Exactement. Donc ça se rentabilise, quoi. Magnifique. Wow, j'aime bien cet arbre. Le baobab au centre, on a fait un petit rond-point. Ça, c'est ce qu'on appelle le plan d'aménagement, quoi. Ah ouais. Donc avant de faire quoi que ce soit, c'était des bosses. On a pris des bulldozers, on a terrassé. T'as aménagé carrément. On a calculé la route pour que quand on récolte, la voiture fait le tour. Ça ramasse. peut faire. Voilà, les femmes vont mettre des casiers ici. D'accord. Et tout le long, on va ramasser jusqu'à acheminer ça jusqu'à la première ferme. D'accord. Donc il y a une. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est la partie logistique. C'est bien. Ouais. Il est magnifique. Il est bien placé aussi. Ouais. C'est là où il est, quoi. C'est incroyable. C'est ça. C'est ton ange gardien ici. Hein. Voilà. C'est magnifique, la nature. Hein. C'est magnifique. Alors, merci pour ce tour. Hein. Moi, je suis impressionné de ce que tu as pu faire ici. Merci. Je t'ai vu commencer en 2020, hein, au début. Exactement. Tu as commencé tout petit, machallah, avec même les difficultés. Tu n'as pas lâché. Ce qui m'inspire beaucoup, ce que je vois ici, c'est que tu étais au Canada, là où c'est encore beaucoup plus busy. Hein. Et tu es un jeune qui a grandi à Dakar, tu n'as pas fait l'agriculture. En étant un enfant, tu n'es pas venu des villages. Exactement. C'est ce que je veux dire, c'est comme moi. Et aujourd'hui, on se retrouve ici, dans un champ, au milieu de nulle part, on n'entend que les oiseaux. Loin de Dakar, loin de Montréal, loin de Toronto. Et depuis presque 6 ans, 7 ans, tu es là, avec toutes les difficultés. Pourquoi? Parce que bon, c'est un rêve, c'est une passion. Donc je pense que déjà, en fait, quand on entreprend, faut qu'on ait une mission, on ait une vision qui fait que en fait, ça nous permet de tenir face aux difficultés au fil des années. Moi, bon, déjà, je me sens bien dans cet environnement. Je suis quelqu'un assez réservé. J'aime le calme, j'aime le peaceful, tu vois. Ça, tu es là, ici. Voilà, c'est ça. Deuxièmement, l'agriculture, bon, je trouve que c'est un métier noble parce que déjà, l'impact que ça a, le nombre de personnes avec qui on travaille, juste pour construire une ferme, ça peut prendre des cinquantaines, centaines de personnes. Et en même temps, toi-même, tu apprends tout type de métier. À la fin, tu deviens plombier, électricien. Donc, ça construit un homme, l'agriculture. On recrute aussi beaucoup de personnes pour les récoltes. Donc, moi, je pense que c'est cet impact qui me fait plaisir et de voir des gens qui viennent te dire que, écoute, tu m'as aidé, j'ai payé les cahiers pour mes enfants en début d'année scolaire, etc. Et voilà. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, moi, j'ai toujours été plus aligné avec rentrer chez moi. J'ai eu la chance, j'ai voyagé quand j'étais plus jeune avec mon père, lui, dans son travail. Bon, il est décédé. Voilà, et c'est là que ça m'a donné un déclic, et c'est là que je me suis dit, en fait, la vie, il n'y a rien de promis. Il était dans l'agriculture? Non, il n'était pas dans l'agriculture, lui, il travaillait aux Nations Unies. D'accord. Mais j'avais des grands-parents agriculteurs. Eux, ils ont quitté le village aussi avec ma mère, ils sont rentrés dans la ville, ils ont fait les carrières comme tout le monde, et puis bon, moi, j'ai décidé de revenir aux bases. Mais ils viennent tous les deux de familles d'agriculteurs. Donc bon, avec son décès, ça m'a rapidement appris dans la vie que rien n'est promis et que c'est le moment, peut-être, j'étais jeune, j'étais pas encore marié, j'avais pas encore beaucoup de responsabilités, donc je me suis dit, si c'est le moment de risquer et le moment peut-être d'essayer de contribuer à faire quelque chose chez moi, c'était le moment.
Donc, de prendre les risques. C'était des gros risques au début. Bon, la famille n'était pas forcément derrière moi. C'est parce que, bon, les gens veulent te protéger. Effectivement, on te dit, on va t'arnaquer, etc. Et tout ça, ça s'est passé. Ouais. T'as tout vu. Voilà, j'ai tout vu entre-temps. Ouais. Mais je tenais à ce projet et je pensais que j'avais plus à apporter chez moi, c'est ça. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à partager ce que je faisais. Et j'ai vu qu'il y avait ce sentiment de beaucoup d'Africains dans la diaspora qui, eux aussi, ne se sentaient pas chez eux, à l'étranger. Et beaucoup de personnes cherchent à avoir un pied à terre, à pouvoir être à côté de leur famille, à pouvoir travailler dans leur pays, Oui. mais ne savent pas forcément par où commencer. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui jouent sur ces émotions, donc c'est ce qui fait que ces gens se font arnaquer souvent et il y a des problèmes. Mais il y a ce sentiment maintenant que, bon, peut-être les gens ne voient plus leur futur comme avant. En Occident, il n'y a plus autant d'opportunités, c'est saturé. Et on voit même les Occidentaux venir dans nos pays, investir massivement et réussir leur business ici. Donc, moi, très tôt, je me suis dit que c'est ici ma place. T'as regretté le retour? Non. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je regrette. Alhamdoulilah, je m'en sors quand même assez bien. Voilà, Il y a des moments de regret quand même. Non. Ou des moments de doute? Des doutes, oui, toujours. Peut-être au début, il y a eu des moments de doute. Il y avait des échecs. Ouais, quand il y a eu des gros échecs au début, c'est sûr qu'il y a des moments de doute. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça. Mais moi, j'avais... T'avais douté de quoi? Et qu'est-ce qui a fait que tu as douté? Bon, c'est peut-être qu'on voit que la tâche est beaucoup plus énorme que l'on pense. Peut-être aussi que l'environnement... C'est-à-dire? Parfois aussi dans l'environnement dans lequel tu es, il n'y a pas forcément de soutien. Tu voudrais dire, par exemple, voilà, il n'y a pas des gens qui peuvent t'aider à te financer. Même si tu es compétent, même si les choses marchent, tu dois tout faire tout seul. Donc, tu dois vraiment puiser en toi pour pouvoir trouver les ressources nécessaires pour pouvoir avancer. Donc, moi, ce que j'ai trouvé, c'est quelles compétences j'ai et comment je peux être utile aux autres. Et donc, c'est en donnant peut-être que tu finis par recevoir. Donc, les compétences que j'avais, ce qui marchait pour moi, j'ai partagé ça. Les gens sont venus vers moi. Et j'ai leur ai mis en place des projets similaires. Ça m'a permis d'avoir un peu de fonds et de financer aussi mes activités. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui sont là. Ça me fait énormément plaisir parce que chaque personne que j'accompagne et qui a une ferme qui fonctionne aujourd'hui, ils emploient aussi beaucoup de personnes. Et donc, dans ma tête, un jour, je me disais, j'aimerais bien impacter 1 million de vies en Afrique. Et je me suis dit, je ne peux pas le faire, bon, peut-être directement, mais de façon indirecte. Si je forme 1000 personnes, ces personnes forment 5 personnes, et ça monte, et ça monte, et ça monte, etc. Hein? Voilà, c'est ça. Wow. Donc, c'est le ripple effect. Voilà. Si vous allez nous dire aujourd'hui the biggest lesson, la grande leçon que tu as apprise aujourd'hui dans l'agriculture, si c'était hier et tu devais recommencer, qu'est-ce que tu allais faire d'abord? Une grande leçon, c'est qu'il faut croire en soi et il ne faut pas laisser les gens te décourager. C'est-à-dire parce que les gens, ils ont leur propre perception de certaines situations. Ils se disent, bon, ils rentrent en Afrique, etc. et tout. Et peut-être ils ont eu des parcours différents, même des personnes plus âgées que toi. Donc, ils n'ont pas vu quelqu'un peut-être réussir dans le domaine dans lequel tu veux faire. Donc, il faut vraiment avoir une conviction que tu peux le faire et être prêt à... C'est-à-dire ne jamais prendre non comme réponse. Donc moi, j'étais vraiment déterminé. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, c'est ça mon chemin, c'est ça ma carrière et je vais réussir. Je vais me battre. Que ça fasse 10 ans, que ça fasse 20 ans, que ça fasse 30 ans. Je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps. Et aujourd'hui, je me remercie d'avoir pris le temps. Aussi, on a grandi de façon organique aussi. Et c'est ça, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut apprendre. Prendre le temps. Quand on est jeune, c'est la compétence qui compte. Oui. Ce n'est pas l'argent. Il ne faut pas courir derrière l'argent. Il faut vraiment avoir des compétences, maîtriser ce que tu fais, et puis le reste, ça va venir tout seul. Donc voilà, le maximum, prendre le temps d'emmagasiner le maximum de connaissances, parler aux personnes qui réussissent, être généreux les uns avec les autres. Toi, tu es de la diaspora, je suis venu, on ne se connaissait pas, tu m'as accueilli, tu m'as donné des conseils, tu étais là depuis bien avant, depuis 2014, tu t'es lancé dans l'agriculture. Et déjà, ce que tu fais, voilà, c'est cette mentalité qu'il faut avoir, à essayer de regrouper toutes les personnes et de partir ensemble, c'est ça. Exactement. Si aujourd'hui, un conseil que tu donnes à quelqu'un qui veut investir aujourd'hui dans l'agriculture, ou l'agribusiness, tu as fait agriculture, tu as fait un peu de tout, et aujourd'hui tu es arrivé dans le piment et le concombre.
si je vous dis par exemple, je vais investir dans l'agriculture, j'ai un peu de moyens, qu'est-ce que tu vas leur dire, investir où dans l'agriculture? Où est-ce que c'est rentable? Bon, moi, je peux parler pour les choses que je pratique. Ce que je n'ai pas pratiqué, je ne peux pas donner de conseils dessus. Mais bon, en ayant fait mon expérience, en ayant fait l'aviculture, en ayant fait la culture sous serre, la culture plein champ, moi, je mettrais le paquet sur les serres. Parce que Les cultures sous serre. les cultures sous serre, oui. Pourquoi? Parce que c'est rentable. Sur un petit espace, tu peux doubler à tripler ta production. Donc, tu as beaucoup plus de production au mètre carré. Donc, par exemple, tu n'as pas besoin d'aménager. Par exemple, sur cette grande surface qu'on a ici, sur les 3 serres que j'ai ici, je peux produire 2 à 3 fois plus. Plus, exactement. Voilà. Donc, tu gagnes de l'espace. Voilà, c'est ça. En même temps, quand je veux traverser l'hivernage, ça me permet de produire toute l'année. Alors que ici, c'est beaucoup plus risqué. Ouais. Donc, on va dire que les serres, c'est plus Avec un les investissement maladies, sécurisé. les insectes, ouais. Voilà, c'est plus un investissement pour sécuriser. Ici, on va dire c'est plus de la loterie. Pourquoi tu as continué à faire de la loterie alors? Non, après, ça se maîtrise. Exactement. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est ça. Si tu réussis bien sous serre, facilement, tu peux. Bon, généralement, on te recommande de commencer en plein champ. Si tu réussis bien le plein champ, de passer sous serre. Donc, après, il y a plus de contraintes. En plein champ, tu vas faire plus de traitements. Il y aura un peu plus de dépenses. La fertilisation va être un peu plus poussée. Ouais. Mais bon, les deux ne se valent pas, mais le plein champ, quand même, ça marche. C'est juste qu'il faut de plus grands espaces et il faut plus d'eau. Voilà, plus grands espaces, plus d'eau, un peu plus d'investissement. Aujourd'hui, si tu avais une réflexion, je suppose que ça t'arrive aussi pour nous tous qui ont voyagé le monde, qui ont connu d'autres pays et venus chez nous. Je voudrais dire que si tu as aujourd'hui quelque chose à conseiller dans nos gouvernements en Afrique, quel serait ce conseil par rapport aux entrepreneurs? Quelque chose que tu as vu au Canada, que les États là-bas ils font, les gouvernements font avec les entrepreneurs qui marchent, qui poussent, qui créent des champions, et aujourd'hui que tu aimerais voir en Afrique ou dans ton pays ici au Sénégal, ce serait quoi? C'est de prendre le temps de faire le tour sur le terrain et de voir les gens qui se sont réellement investis, qui sont là depuis des années, qui se sont implantés, qui ont des entreprises qui marchent, qu'elles soient petites ou moyennes, et qui ont vraiment un capital d'expérience. Et de leur donner un coup de main. Le coup de main, ce n'est pas forcément de l'argent, mais peut-être c'est de l'accessibilité à la terre, peut-être c'est avoir des papiers plus sécurisés, peut-être c'est avoir de l'eau, peut-être c'est avoir des engrais subventionnés. Accès au marché. Accès au marché, voilà, de faciliter tout ce genre de choses. Mais généralement, bon, de gouvernement en gouvernement, parfois, les politiques changent, donc on recommence à zéro plusieurs fois. Donc, c'est ça, c'est peut-être faire moins de politique et de vraiment aller sur des personnes là où vous allez miser, comme des investisseurs, et savoir que vous pourrez rentabiliser votre investissement derrière. Et voilà, moins jouer sur le relationnel et plus jouer sur les compétences. Quel est ton rêve pour ce continent? Mon rêve pour ce continent, je vais plutôt dire je vais utiliser le mot solidarité, parce que je pense qu'on manque beaucoup de solidarité dans nos communautés africaines. Quand je regarde les autres communautés, je vois que parfois même ils ont des problèmes entre eux, mais lorsqu'il s'agit de faire avancer leur communauté, ils sont toujours présents à l'appel. Donc on puisse se soutenir les uns les autres, qu'il n'y ait pas de jalousie. Quand on voit une personne réussir, ne pas lui mettre des bâtons dans les roues. Moi, quand je m'installais ici, j'ai installé mes panneaux solaires. Des gens dans le village sont venus et ils ont coupé tous mes câbles. Pourquoi? Je ne sais même pas. C'était même pas parce que ça valait beaucoup d'argent, c'est juste de la méchanceté. Alors que bon, quand tu vois quand même quelqu'un prendre ses économies personnelles, prendre la sueur de son front et investir quelque chose qui donne de l'emploi à des gens qui sont autour, il faut l'encourager. Donc c'est ça, qu'on soit plus solidaire et voilà. Et en même temps qu'il n'y ait plus cette connotation de médiocrité par rapport à l'Afrique, qu'on soit toujours les derniers, les moins organisés, qu'on peut faire de belles choses, des choses bien organisées, et qu'on puisse valoriser nos ressources. On en a beaucoup. On en a des terres érables comme ça, voilà. avec un climat incroyable. Voilà, c'est ça. Mais je regarde autour de toi, il n'y a personne. C'est ça. Comment tu peux expliquer ça? C'est les mentalités. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des terres qu'ils ont héritées de leurs parents. Et dès que tu touches, tout le monde sort.
Voilà. Ils ne donnent pas aux travailleurs. Donc, il y a des gens qui ont hérité des terres de leurs parents ici dans les villages, qui dans leur tête se disent que bon, c'est juste du soufre, ça ne sert à rien, c'est du sable. Et donc, ils vendent leurs terres et ils vont acheter des taxis, faire du transport, faire des choses qui vont leur donner de l'argent aujourd'hui. suite, Et ils ne vont pas penser à l'héritage de leurs enfants. Parce que la terre, c'est une des plus grandes richesses. Donc, plutôt, s'il y avait peut-être cet état d'esprit solidaire, où les gens arrivaient à se mettre en coopérative, ou se mettre par des petits groupes de 3 ou 4, et prendre 1 hectare ou plusieurs hectares, et essayer d'investir ensemble, plutôt que d'économiser 4 millions, 5 millions pour essayer de voyager à l'étranger. Parce que c'est beaucoup d'argent quand même, 4 ou 5 millions, tu peux faire quelque chose. Exactement. Tu peux faire quelque chose. Et donc, si ces personnes arrivaient à s'entendre et à travailler ensemble, et de lancer des projets ensemble, mettre les égos de côté, ils allaient réussir à avancer. Exactement. Au fur et à mesure. Qu'est-ce que l'agriculture t'a appris? Quelle leçon de vie? Moi, l'agriculture, je vais dire que ça m'a tout appris, hein, parce que, comme j'ai dit, ça m'a appris tout ce qui est technique, comment se débrouiller dans la vie, changer l'huile d'une voiture, changer l'huile d'un tracteur, voilà, c'est-à-dire la partie hydraulique, de la plomberie, un minimum d'électricité. Ça m'a appris aussi à faire des clôtures, faire tout ça. Ça m'a tout appris de ce point de vue. Ça m'a appris aussi, au niveau personnel, tout ce qui est persévérance, surtout la persévérance, surtout de ne pas lâcher quand on a un projet, de bien le planifier, de bien se structurer. Et voilà, j'ai rencontré énormément de gens aussi grâce à l'agriculture, les gens qui s'y intéressaient. Comme nous deux. Voilà, comme nous deux. Les gens que j'ai aidés, les gens qui m'ont aidé, qui m'ont partagé gentiment leur expérience aussi. Et voilà, énormément de belles rencontres. Et voilà, c'est fulfilling. C'est magnifique. Voilà, c'est quelque chose de très... C'est une vie, quoi. C'est-à-dire, c'est la vie. C'est ça. C'est pas ce que les gens pensent. C'est pas comme qu'on est assis dans un bureau. C'est une directe connexion avec la nature. C'est la patience. Ouais, et c'est ça. C'est pas juste une façon de le faire de façon moderne, intéressante et rentable. Ouais, c'est ça. Et c'est même spirituel à la limite. Et aujourd'hui, les gens qui veulent vous contacter, vous donner aussi des formations. Tu peux nous en parler de tes formations aussi, que les gens peuvent venir, pas seulement les formations, mais les accompagnements. Voilà, on va plus parler en termes d'accompagnement. Voilà, c'est ça. Si je suis aujourd'hui à Washington, je suis en France, et je veux être accompagné, je veux acheter une terre, je veux faire de l'agriculture, je peux vous appeler? Oui. Comment ça va se passer? Donc déjà, tu viens de parler d'acheter des terres. Moi, je n'accompagne pas sur ce type voilà, pour trouver des terres et vendre des terres. D'accord. Moi, c'est plutôt, je vais te dire, ok, tu veux faire quel type de culture, etc. et tout. Et là, je vais te dire, voici le type de sol que tu dois avoir. Et je vais te dire, voici les zones qui sont intéressantes. Maintenant, en fonction de ton budget aussi, je vais te parler des différentes zones là où les terres peuvent être moins chères. Et en fonction de la culture que tu veux faire. Donc, dans l'accompagnement, le but de l'accompagnement, c'est de prendre une personne qui est débutante, qui n'a pas d'expérience, ou bien une personne même qui a déjà commencé mais qui a eu du mal. Déjà, déterminer si la personne a un site. Ensuite, on va l'aider à sécuriser le site. Donc, clôturer, que ce soit béton ou bien grillage. L'accès à l'eau. Une fois qu'on a ça, on va commencer à faire un plan de travail. Donc, déterminer les cultures qu'on va faire, le type de personnes qu'il faut recruter. Donc, on va même aider les personnes à recruter les éléments au niveau de leur ferme. Et à partir de là, s'ils ont besoin d'infrastructures, on peut leur installer tout ce qui est clôture, serre, bassin de rétention. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est le forage. D'accord. Voilà. Et vous gérez aussi le management pour eux, l'équipe? Non, justement, moi, je suis un consultant, donc je ne gère pas le travail pour eux. Je vais leur donner le plan de travail, parce que Mais c'est à eux de recruter leurs propres personnes. Non, on peut les recommander des personnes. Voilà. Mais nous, le but, c'est d'autonomiser la personne. Parce que si je gère mais si tu autonomises et la personne n'est pas ici, ça aussi, c'est un problème. Non, forcément, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la représente sur place. Qui la représente. Et qui peut se consacrer au projet pendant des mois et suivre le projet. Donc, il faut une personne qui soit là, qui ait les yeux. Voilà. Et sous ces personnes, il faut maintenant qu'il y ait les personnes compétentes, le technicien et les ouvriers. D'accord. Et eux, ils vont rendre compte à la personne qui est sur place
qui va rendre compte à la personne qui est à l'étranger. Mais ce qui est toujours mieux, c'est d'être à côté de son investissement. Exactement. Ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner, c'est ça. Comme ça, tu as accès à tous ces, Voilà, c'est ça. ces investissements. Merci, C'est ça. merci Modi. On est extrêmement fiers de ce que vous êtes en train de faire, Merci, Tion. de ce que vous représentez pour le pays. Je sais qu'on ne te dit pas ça assez. Chaque fois que je te vois, je te rappelle ça. Le travail que vous êtes en train de faire ici ne tombera pas à vain. Les gens te suivent sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur Instagram, Facebook, TikTok, allez sur Senelvo et vous allez suivre ce que Modi et son équipe sont en train de faire ici. Ils ont formé beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, ils accompagnent la diaspora et même les gens du pays. Les locaux aussi, beaucoup plus même. Les entrepreneurs, tout le monde qui veut investir dans l'agriculture, c'est la bonne adresse. Il faut l'appeler. Voilà, Il est compétent. Vous pouvez nous joindre au 77 680 88 76 et on sera ravis de... Tu peux répéter ce numéro? Voilà, 77 680 88 76. Very good. Donc voilà pourquoi je suis venu ici pour rencontrer Modi et ce qu'il est en train de faire, comme on est en train de faire avec beaucoup de nos champions du pays, de ce que le président de la République a lancé, c'est sous nos champions. Il faudra qu'on arrive à montrer les meilleurs de nous, les meilleurs qui sont les Sénégalais, qui sont à l'intérieur de ce pays, qui sont en train de se battre, qui créent de la valeur ajoutée, créent de l'emploi, qui participent sur la vision du Sénégal 2050, surtout dans l'agrobusiness aujourd'hui. Ils font partie de ces jeunes qui ont quitté Canada, États-Unis, etc. pour revenir travailler la terre de nos ancêtres. Merci de nous avoir suivis comme d'habitude ici avec Chon Nyang sur Impact et avec Sunu Champion. On va vous, Inch'Allah, retrouver la prochaine fois, dimanche prochain, avec un autre numéro, notre champion du pays. Merci, Michel. Merci, Tion. God bless you. Enchanté. Thank you.